Centre européen pour le droit et la justice, organisation non gouvernementale basée à Strasbourg. Et il agit notamment en faveur de la liberté de conscience, du respect de la vie et de la promotion de la famille auprès du Conseil de l'Europe et des Nations Unies. Je pense que nous savons tous ici combien c'est important d'agir au sein de ces instances. Le livre « La famille, les droits de l'homme et la vie éternelle » a été publié en 2015. Il est disponible également et n'est pas encore disponible, mais vous pourrez bientôt commander une synthèse de sa réflexion qui sortira le mois prochain dans un ouvrage à paraître au CERF et intitulé « Les droits de l'homme dénaturés ». Donc, je vous remercie et comme tout à l'heure, vos questions par SMS. Désolé de ne pas pouvoir en prendre plus, mais la qualité des interventions, effectivement, fait que c'est compliqué. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de cette invitation, de venir parler de ce sujet. Je suis très honoré de parler ici avec vous, de parler après M. Manant sur ce sujet qui est l'un de ses sujets de prédilection. J'ai travaillé sur la question des droits de l'homme depuis maintenant de nombreuses années. Vous en savez peut-être un petit peu quelque chose. À Strasbourg, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Et je crois que lorsque l'on est dans la famille de pensée héritière, on pourrait dire, de la tradition chrétienne démocrate, il y a comme une forme de désillusion à laquelle nous sommes confrontés. Il y a 70 ans, cette année, 1948, après la Seconde Guerre mondiale, les démocraties libérales, principalement, mais pas qu'elles, les États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se sont réunis et ont souhaité établir un nouvel ordre mondial moral, ou un nouvel ordre moral international, à vocation universelle. Les démocrates chrétiens ont adhéré à ce projet, y ont cru. Je pense que les générations de nos parents, de nos grands-parents, notre propre génération, nous avons voulu croire dans les droits de l'homme, nous y avons été attachés, mais manifestement, au moins dans les pays occidentaux, nous sommes confrontés à une forme de désillusion, de manque de confiance, de perte de foi. La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame la foi de l'humanité dans les valeurs, qu'on pourrait dire les valeurs des droits de l'homme. On peut s'interroger si aujourd'hui nous avons encore la foi dans les droits de l'homme. La multiplication de livres qui viennent critiquer les droits de l'homme aujourd'hui montre qu'il y a un problème. Ces livres viennent aussi bien de traditions qu'on pourrait dire conservatrices que de traditions plus libérales ou de traditions socialistes. Ce qui a constitué pendant les 70 dernières années le socle commun de la société, au moins occidentale et à prétention universelle, est en train d'être remis en cause, ou s'est lui-même remis en cause. Et il est nécessaire d'y réfléchir. Évidemment, la Manif pour tous, le combat dans lequel vous êtes engagés, vous confronte à une réalité sociale qui évolue, à des discours sur le droit, et donc nous oblige à essayer de comprendre la transformation du discours sur le droit. Je vais essayer de vous apporter quelques petites clés de compréhension que j'ai moi-même recherchées. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine des droits de l'homme, il y a presque 20 ans, eh bien voilà, j'avais encore cet idéal, cette naïveté, cette foi, cette croyance. Et j'avoue que j'ai dû aussi faire un effort pour essayer de comprendre cette transformation. Je vais donc vous proposer, brièvement, quelques clés de compréhension de l'évolution du discours et de la pensée des droits de l'homme depuis 70 ans. Et comment comprendre l'état actuel du discours et aussi ses propres limites. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, la situation du rapport entre le droit et le respect de la personne était les États héritaient largement d'un champ de ruines. Pendant le début, la première moitié du XXe siècle, une grande partie du XIXe siècle, pour simplifier, les États européens ont développé une conception du droit
de plus en plus détaché de la morale. Un droit qui s'affirmait comme étant le droit qui est posé, ce qu'on appelle le positivisme, un droit détaché de la morale exprimé par le législateur. Le citoyen, ou le sujet, était le sujet du droit et le sujet d'un État qui s'avérait être le maître de la détermination et de la définition du droit. D'une certaine manière, on peut dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale, les régimes totalitaires en ont été l'expression la plus extrême, nous sommes arrivés à un régime politique qui enfermait la personne à la fois au sein d'un État et au sein d'un système juridique clos. Le droit était le droit posé par le législateur d'un État dont la personne était le sujet. La personne, d'une certaine manière, était doublement enfermée dans l'État et dans le droit, l'État et le droit étant eux-mêmes détachés de la morale et étant supérieurs à la personne. Ce positivisme et ce collectivisme, ou cet étatisme, ont mené à la Seconde Guerre mondiale et au régime de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que l'une des aspirations fondamentales lors de la fondation ou de la refondation de l'ordre politique après la Seconde Guerre mondiale a été de libérer la personne. Libérer la personne à la fois du positivisme, ça veut dire d'une conception amorale de la loi, et libérer la personne de son assujettissement à un État, de son assujettissement complet à l'État. Il s'agissait d'élever la personne, d'une certaine manière, au-dessus de l'État, de dire qu'elle prime la société, et il s'agissait de ramener la morale au-dessus de la loi. Alors que la loi s'affirmait comme étant indifférente ou distincte ou amorale, avant, il s'agissait par les droits de l'homme de dire que la loi est soumise à la morale et de dire que l'homme est plus important que l'État. Donc on a assisté à une double révolution. La morale prime de nouveau la loi, la personne prime la société. C'était une façon de répondre à l'enfermement issu, on pourrait dire, de la modernité politique. Un véritable renversement qui a été largement accepté ou qui était compatible avec une certaine compréhension à la fois libérale et chrétienne de la société. Primauté de la personne, primauté de la morale. Comment est-ce qu'on a fait cela? L'invention, la nouveauté du régime de 1948, l'idée que je pense, il me semble être vraiment opérative, a consisté à accorder à la morale la primauté du droit international sur le droit national. En droit, le principe est que le droit international, les traités, ont une valeur supérieure aux lois. Ça a toujours été comme ça. Pour assurer la primauté de la morale sur la loi, on a revêtu la morale de la force du droit international. Et ainsi, on a réussi, dans l'ordre pratique, à placer la morale au-dessus de la loi. En quoi consistait cette morale? Cette morale, je vous l'ai dit, elle consistait à affirmer la primauté de la personne sur la société. Il s'agissait principalement de garantir à chaque personne la faculté d'exercer ses facultés naturelles. Comment avons-nous, à l'époque, défini la liste des droits de l'homme? C'est une question qu'on se pose rarement. Comment est-ce que les États ont rédigé la liste des droits de l'homme? D'où vient cette liste? À quelle logique correspond-elle? Si l'on y regarde de plus près, les droits de l'homme de 1948 portent sur quoi? La liberté de s'exprimer, la liberté de se mouvoir, la liberté de s'associer, la liberté de prier, la liberté de se marier. Garantissent des facultés. Toutes ces facultés sont en fait les facultés naturelles de la personne. Les droits de l'homme, en 1948, visent à protéger la faculté de chacun d'exercer ses propres facultés naturelles. Ce qu'on appelait autrefois les inclinations. Le désir, la nécessité d'être en vie, de se maintenir dans l'existence, d'entretenir des relations sociales, de se perpétuer dans l'existence, de se marier, de connaître la vérité.
tous ces désirs fondamentaux de la personne sont finalement ce qui nous définit et ce qui nous structure. En accomplissant ces désirs, ces facultés, chaque personne s'humanise, développe son humanité. Eh bien, les droits de l'homme de 1948, il me semble, visent simplement à protéger la faculté pour chaque personne contre les ingérences arbitraires et abusives de la société, de s'accomplir elle-même en tant que personne, de prier, de se marier, d'entretenir des relations sociales, de se déplacer. Et donc, les droits de l'homme de 1948, il me semble, à la différence de ceux du XVIIIe siècle, sont beaucoup plus un reflet du droit naturel, parce qu'ils sont le reflet, finalement, de la nature humaine. La nature humaine qui est, précisément, d'être un être vivant, qui souhaite avoir des relations sociales, connaître la vérité, connaître Dieu, et se maintenir dans l'existence. Et donc, on peut dire, oui, que les droits de l'homme de 1948, les droits de l'homme du projet d'après-guerre, sont largement le reflet du droit naturel, avec cette particularité que la personne prime la société. Il y a donc dans les droits de l'homme, et ça il faut le comprendre, une corrélation stricte entre la définition des droits et la définition de la personne. Ce qu'il y a de difficile dans les droits de l'homme à définir, ce ne sont pas les droits, c'est la personne. Qu'est-ce que l'homme ? C'est ça la vraie question pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme impliquent une définition et une compréhension de l'homme. Ainsi donc, il y a une stricte corrélation entre les deux. Si vous définissez l'homme, vous pouvez en déduire des droits de l'homme, mais aussi plus tard, si vous définissez des droits de l'homme, vous pouvez en déduire une définition de l'homme. Voilà le projet initial. Il comportait aussi des ambiguïtés. Comment peut-on comprendre que depuis ce projet initial, nous en soyons arrivés maintenant à la situation que nous connaissons ? C'est qu'il y avait, il me semble, et c'est là une clé de compréhension, une ambiguïté fondamentale quant à l'origine de l'impératif du respect des droits de l'homme. Je pense que l'ambiguïté, ou le ver dans le fruit, si vous voulez, fondamentale, à laquelle nous n'avons pas répondu et qui ensuite s'est développée, c'est la compréhension de la dignité. Quelle est la cause, l'origine des droits de l'homme ? Pourquoi faut-il respecter les droits de l'homme ? Tout le monde s'accorde pour répondre que c'est parce que l'homme a une dignité extraordinaire. L'homme est unique en son genre. Nous avons une valeur, une dignité qui fait que nous méritons le respect. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui, en l'homme, mérite le respect ? Et c'est sur ce point-là, précisément, je pense qu'il y a le clivage. Qu'est-ce qui, dans l'homme, mérite le respect ? Où se situe cette dignité ? Quelle est la définition, la nature, l'objet de cette dignité ? Et là, je crois qu'il y a deux réponses. Il y a une alternative possible à laquelle nous n'avons pas répondu, et deux approches qui s'opposent depuis lors. Il y a l'approche qu'on pourrait dire classique et qui peut remonter à Aristote et à la tradition chrétienne. L'approche chrétienne, l'approche classique, consiste à dire que l'homme est digne intégralement, corps et âme. La nature humaine, c'est d'être un corps et une âme ensemble, de façon harmonieuse. La dignité de l'homme, alors, c'est précisément son état, sa nature, à la fois corps et âme unis. Il n'est pas une bête, il n'est pas un ange, il a cette particularité d'être à la fois et indissociablement corps et âme. Et donc sa dignité est cette nature. À l'opposé, il y a une autre tradition qui oppose et qui distingue le corps et l'âme, et qui estime que la dignité de l'homme n'est pas dans son corps, mais uniquement ou principalement dans son esprit. Cette autre approche, qu'on peut qualifier de dualiste, estime que l'homme mérite le respect en raison non pas de son corps, mais en raison de son intelligence ou de son esprit. Et donc attache la valeur de l'homme au respect de son esprit, au respect de son intelligence, au respect de sa volonté. Et alors ce dualisme, cette séparation au sein de l'homme, tend à opposer, non seulement distinguer, mais aussi opposer l'esprit et le corps, l'esprit et la matière.
dans cette autre conception de l'homme, plus l'esprit, plus la volonté s'oppose au corps, plus finalement l'homme serait digne. La dignité dans l'approche dualiste de l'homme s'accroît à mesure que la volonté ou que l'esprit domine le corps. Alors que dans la conception qu'on pourrait qualifier de classique ou de chrétienne, la dignité est au contraire l'harmonie des deux. Et on comprend bien par ce dualisme la logique qui peut en découler. La logique qui découle de ce dualisme, c'est que plus j'agirai contre ma nature, ou contre le corps, ou contre la nature, plus j'exprimerai une forme de dignité humaine, et plus même je m'humaniserai. L'idée qui en résulte est qu'une personne serait d'autant plus humaine et d'autant plus digne qu'elle domine son corps, et même, de certaine manière, qu'elle le maltraite. C'est pourquoi on peut, et là c'est une autre clé de lecture simplificatrice, voir depuis 1948 3 générations de droits. Il y a les droits quasi naturels de l'homme, de 1948. Quasi naturels parce que fondés sur une compréhension encore assez objective de la nature humaine. À l'époque, ils n'ont pas choisi entre les deux conceptions de la dignité. Les deux conceptions se sont exprimées, elles se sont opposées, mais aucun choix n'a été formulé explicitement. Première époque, droit naturel, quasi naturel de l'homme. Le but est de protéger la personne contre l'État ou la société. But de protection de la personne. Deuxième époque, il ne s'agit plus seulement de protéger la personne, mais les droits visent à la libérer, à affirmer sa volonté. Les droits sont le support de sa volonté, ne sont plus le bouclier des ingérences arbitraires de la société, mais deviennent le support de l'affirmation personnelle. Et là, on peut parler de droits antinaturels. Ce sont des droits qui s'affirment contre la nature. Là, je dis, j'ai le droit, en tant qu'homme, de dominer la nature et d'abord mon propre corps. Et donc là, ce sont les droits, évidemment, d'abord à sa propre mort, qui est la forme la plus parfaite de domination de la volonté sur le corps. Mais c'est aussi le droit à l'avortement, ou le droit, bien sûr, les droits sexuels. Droit antinaturel, j'affirme ma dignité et mon humanité en agissant, en affirmant ma puissance contre mon corps. Troisième génération de droits à laquelle nous assistons maintenant, c'est la génération, je pense, des droits qu'on pourrait qualifier de transnaturels. Il ne suffit plus seulement de vouloir s'opposer à la nature, mais plus simplement et plus généralement de la transformer. Et donc là, cette nouvelle approche du droit, c'est cette idée que finalement, la dignité de l'homme est encore plus grande s'il domine et transforme la nature. À l'époque, on pourrait dire des droits antinaturels, nous étions encore dans un référentiel naturel, conflictuel. Là, avec les droits transnaturels, qui sont le support juridique du transhumanisme, il s'agit de dépasser ce conflit et d'affirmer les droits effectivement transhumains, en particulier à l'eugénisme, mais aussi, par exemple, au changement de sexe, qui est, je pense, le transsexualisme, le premier droit transhumain, et même le cheval de bataille de cette approche. Donc voilà les trois approches, les trois générations de droits. Alors, quelle réponse et quelle situation ? Je pense que, pour nous, aujourd'hui, il faut effectivement être assez lucide sur cette évolution des droits de l'homme, mais ne pas considérer cette évolution comme un fait du destin. Ce n'est pas du tout incontestable ni critiquable. Je crois même que nous sommes peut-être au sommet, ou presque bientôt au sommet de cette approche des droits de l'homme, et en même temps à la veille de leur déclin. Tous ces livres qui paraissent et qui critiquent les droits de l'homme en sont la manifestation, ainsi que les nombreuses critiques gouvernementales sur les droits de l'homme qui s'expriment à travers l'Europe. Je pense que la critique la plus importante que l'on peut voir aujourd'hui, elle résulte principalement de la résistance de la nature humaine. Je crois fondamentalement, contre ce discours, qu'il existe une nature humaine et qu'elle résiste à sa propre transformation, qu'il y a quelque chose en l'homme qui résiste à sa dénaturation.
Comment voit-on cela ? En 1948, le but des droits de l'homme était de protéger l'homme contre la démesure de l'État. Il s'agissait de protéger la personne de la démesure de l'État. L'État était démesuré. Il fallait protéger l'homme, remettre l'homme à la mesure de l'État, en proportion. Et ils y sont parvenus largement. Aujourd'hui, notre société est confrontée à beaucoup plus de démesures, de nombreux autres. Nous ne sommes plus seulement confrontés à la démesure de l'État, mais nous sommes aussi confrontés à la démesure de l'économie. Notre vie, nous sommes sans commune mesure avec l'économie. Nous n'avons plus de prise personnelle sur l'économie. Nous sommes face à une démesure face aux nouvelles technologies. Nous n'avons plus de prise face aux nouvelles technologies. Des mesures financières, des mesures de la gouvernance globale. Alors qu'en 1948, le seul problème, c'était que l'État était trop puissant, aujourd'hui, nous avons bien d'autres problèmes, bien plus graves. Cette démesure, elle est présente dans presque tous les domaines de notre existence. Et les domaines où nous avions une mesure, comme la famille, sont fragilisés. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le retour du besoin d'un monde à notre mesure. Retrouver une mesure dans notre existence, pour pouvoir de nouveau s'y accomplir. Retrouver une mesure, redevenir la partie d'un tout. Contre l'idée de 1948 selon laquelle la personne prime la société, aujourd'hui nous assistons au mouvement inverse, le besoin de retrouver un tout dont nous puissions devenir une partie. Retrouver une mesure. Cette mesure, évidemment, c'est la limite. C'est la limite, c'est le tout qui donne sens et qui nous comprend. Quand on regarde l'évolution, les signes contemporains, les changements dans la société, nous voyons bien que ce soit dans le domaine de la nature, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'économie, toutes les initiatives sociales, locales, de proximité, cherchent à rendre une mesure et un sens à notre vie. Mais aussi le nationalisme. On critique beaucoup, pas toujours avec tort, certains excès du nationalisme, du retour du nationalisme ou du retour de la religion. Mais ces retours de la religion, ces retours du régionalisme, c'est simplement l'expression, encore une fois, de ce besoin que nous avons de retrouver un monde à notre mesure. Et je pense que nous sommes maintenant dans ce phénomène inverse, ce mouvement inverse, où nous recherchons un monde qui puisse nous comprendre. La difficulté, bien sûr, c'est de trouver un bien commun. Ces mesures, ces tout dont nous pouvons être des parties, sont en fait des biens communs, des biens qui dépassent notre intérêt individuel. Et là encore, nous nous confrontons à une limite fondamentale des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont insuffisants pour répondre à notre besoin de biens communs. Les droits de l'homme ne sont pas capables, par leur structure même, de comprendre et de penser un bien qui soit au-delà de l'intérêt individuel. Les droits de l'homme ne connaissent comme bien qu'un bien négatif, qui est l'absence d'ingérence dans la liberté individuelle. Les droits de l'homme ne sont pas conçus pour penser un bien en soi qui trouve son origine au-delà de l'individu. Et là, nous sommes confrontés à une limite fondamentale des droits de l'homme. Cette incapacité à concevoir un bien en soi, pour lui-même, au-delà de l'individu. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, c'est une limite intrinsèque du système. Et ce sera, je pense, et c'est déjà pour vous, aujourd'hui, ce à quoi vous êtes confrontés. Lorsque vous parlez d'un bien au-delà de l'enfant, au-delà de l'adulte qui veut se marier, vous parlez d'un bien que la pensée des droits de l'homme n'arrive pas à comprendre. Et il faut retrouver ce langage d'un bien commun
partagé, mais qui ne trouve pas sa source uniquement en l'individu. Ce bien qui nous dépasse, évidemment, il est sujet à discussion. Celui qui nous est proposé par le transhumanisme, par les droits transnaturels, c'est le bien de la puissance, l'idéal de puissance désincarnée. Ce rêve, effectivement, d'accroître sans cesse notre puissance. Je crois que ce bien n'est pas un vrai bien et qui n'est pas de nature à satisfaire réellement l'homme. Ce à quoi nous devons répondre ultimement face à l'évolution de la société, c'est précisément cette question. Quel est le bien propre de l'homme ? Quel est le propre de l'homme ? Je pense que face à l'idéal de puissance désincarnée, le véritable bien qui nous spécifie, qui nous fait vivre, qui nous rend humains, c'est au contraire un bien incarné, comme on le dit souvent, un bien enraciné, un bien incarné, qui implique à la fois l'esprit et le corps de façon harmonieuse. Mais ce n'est pas le bien de la puissance, c'est le bien de la charité, le bien du don de soi, de la générosité qui est proprement humaine. Et donc, face à la puissance désincarnée que nous offre et nous propose le transhumanisme, moi je plaide pour la charité incarnée. Je vous remercie. Nous avons bien noté que le problème, comme souvent, n'est pas de définir les droits, mais de définir l'homme. De même façon que pour les droits de l'enfant, probablement, le plus difficile est de définir l'enfant. Et c'est la seule question à laquelle nous aimerions que vous répondiez en quelques instants. Comment faire, puisque c'est ici notre force, d'essayer de préserver les droits de l'enfant et l'intérêt de l'enfant, pour faire que les droits de l'enfant soient définis en fonction de ses vrais besoins et ne soient pas malmenés au titre des droits de l'homme. Bien. Bon, je ne pense pas que... je pense qu'il faut un conseil que je donnais récemment à des évêques. C'est... C'est très simple. Arrêtez de parler... Je vous conseille de parler le moins possible de droits de l'homme. Si vous voulez peut-être être plus efficace et plus construit dans votre argumentation, parlez des droits naturels de l'homme. Voilà. Intégrez toujours la référence à la nature. Voilà. Parce que les droits de l'homme, finalement, on sait très bien qu'au final, c'est l'affirmation de la volonté du plus fort de plus en plus. Donc, face à cela, il faut apporter une confrontation, un référentiel, qui est le référentiel de la nature. Il a été très critiqué, évidemment, depuis fort longtemps, mais nous avons la preuve que la nature humaine existe. Nous en avons l'expérience du fait principalement de la souffrance qu'engendre le non-respect de la nature humaine. Donc, parler de droits naturels, parler des droits naturels de l'homme, si vous voulez, pour intégrer la référence à la nature comme étant ce qui permet d'apprécier ce qui est bon pour l'homme, ce qui est convenable, ce qui lui convient, ou non. La nature humaine, l'expérience par la souffrance du fait de non-respect
On le voit avec les témoignages des enfants qui ont été conçus par PMA Anonyme. Dans les années 70, 80, lorsqu'on a institué la règle, lorsqu'on a autorisé le don de sperme anonyme, c'est bien parce qu'on avait adopté cette conception dualiste de l'homme. On pensait que l'identité physique était insignifiante. Seule l'identité psychologique comptait. Non, le fait que l'enfant soit conçu avec le sperme d'un autre homme, c'est sans incidence. Ce qui compte, n'est-ce pas, ce sont ses parents qui l'aiment, etc. C'est vrai, mais ce n'était pas à ce point sans incidence. On a négligé la dimension physique, biologique de notre identité. Et le témoignage aujourd'hui des personnes qui sont nées ainsi et qui expriment leur souffrance, elles prouvent que l'identité physique, biologique des personnes ne peut pas être écartée, que nous sommes indissociablement l'un et l'autre. Et ça, c'est la preuve de l'existence de la nature humaine, d'une nature humaine, corps et âme, corps et esprit, qui tend à l'harmonie, qui recherche l'harmonie. Et donc, c'est par ces témoignages, je pense que nous pouvons apporter des réponses.